Salut tout le monde! C'est parti pour une petite session de révision historique bien méritée. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un incontournable absolu pour les examens, la guerre froide. Alors pour bien comprendre, il faut s'imaginer cette période comme une colocation extrêmement toxique qui aurait duré 44 ans, entre deux superpuissances lourdement armées. Ces deux colocateurs ont passé des décennies entières à se lancer des regards noirs, à entasser des armes de destruction massive dans leurs chambres et à se concurrencer de manière très agressive dans toutes les pièces de la maison, mais tout ça sans jamais s'échanger une seule gifle directement. C'est complètement absurde, la tension est palpable et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui pour gratter un maximum de points le jour de l'épreuve. Bon, la base de la base, la carte mémoire à intégrer tout de suite. C'est cette définition. Simple, mais redoutable. C'est l'histoire d'un conflit mondial de 1945 à 1991 qui, techniquement, n'a jamais explosé en guerre ouverte entre les deux grands patrons. C'est une réalité assez terrifiante quand on y pense. Deux géants avec des missiles nucléaires bien pointés l'un sur l'autre, des espions planqués partout, le doigt perpétuellement sur la gâchette, mais zéro combat officiel sur un champ de bataille. Alors voici le plan d'attaque, la structure parfaite pour construire une disserte en béton. D'abord, 1945 avec nos nouveaux rivaux. Ensuite, 1947 et la fameuse fracture bipolaire. On enchaînera sur les affrontements indirects avant de passer aux énormes surfroides de 1962 pour finir sur la fin de partie entre 1989 et 1991. Allez, on plonge directement dans la première partie. 1945, les nouveaux rivaux, ou comment des alliés victorieux sont devenus de gros paranoïaques. Remettons-nous dans le contexte. La Seconde Guerre mondiale se termine. Hitler est vaincu. Et là, qui reste-t-il debout au milieu des décombres ? Les États-Unis, les champions incontestés du capitalisme, et l'URSS, le géant du communisme. Ces deux anciens alliés de circonstance se retrouvent seuls au sommet, et là, c'est la méfiance immédiate. Surtout que l'arme nucléaire vient tout juste de prouver son potentiel destructeur inimaginable au Japon. Pour bien visualiser, le monde se divise alors en deux équipes radicalement opposées. D'un côté, on a le bloc de l'Ouest, capitaliste, avec les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Sud et le Japon. De l'autre, le bloc de l'Est, communiste, mené par l'URSS avec l'Europe de l'Est, sous élection truquée, la Chine et plus tard Cuba. Bref, deux systèmes économiques et politiques qui s'opposent frontalement pour la coupe du monde de l'influence. Et hop, un deuxième concept en or massif à placer dans vos copies, le rideau de fer. Attention, ce n'est pas juste une métaphore poétique ou un effet de style dans un discours, c'est une frontière hyper concrète, à la fois idéologique et physique, qui vient littéralement couper le continent européen en deux dès 1945. L'exemple le plus flagrant, c'est l'Allemagne, et particulièrement la ville de Berlin. Elles sont coupées au couteau, la RFA à l'ouest, qui vit sous le capitalisme, et la RDA à l'est, qui suit strictement le modèle soviétique. On avance un peu dans le temps. Deuxième étape, 1947, la fracture bipolaire. C'est là que les lignes mondiales se tracent pour de bon. L'année 1947, c'est l'année où tout devient officiel. Chacun sort ses grands discours et le monde bipolaire naît véritablement autour d'une bataille de doctrine. En mars, côté américain, boum, c'est la doctrine Truman. Le concept clé ici, c'est l'endiguement. Le but, stopper net l'expansion soviétique, et ce, à grands coups de chéquier, notamment via le fameux plan Marshall pour reconstruire l'Europe. En face, la réplique ne traîne pas. En septembre, l'URSS dégaine la doctrine Jdanov. C'est très clair, on dénonce l'hégémonie américaine et on verrouille fermement l'influence de l'URSS sur le camp communiste. Chacun achète ses potes et barricade son jardin. Du coup, comme ils ne peuvent pas se battre directement sans faire exploser la planète, comment on s'affronte ? Eh bien, sur absolument tous les autres terrains. Ce tableau, c'est vraiment la grille de lecture parfaite pour un plan détaillé. L'affrontement est militaire, avec des alliances gigantesques comme l'OTAN et le pacte de Varsovie. Il est politique, avec des blocus et des vétos à l'ONU. Économique, avec des milliards distribués de chaque côté. Technologique, avec la science et l'espace. Et même, figurez-vous, symbolique. Oui, on se bat même par le biais de la culture, du cinéma et bien sûr, aux Jeux Olympiques. Ce qui nous amène à la troisième partie, les affrontements indirects. L'ère des batailles par procuration et des courses effrénées. De 1950 à environ 1970, c'est le chaos global. La règle d'or, on s'en souvient, c'est l'interdiction stricte de se tirer dessus directement sous peine d'apocalypse nucléaire. Alors que font nos superpuissances ? Elles utilisent des pays tiers pour faire leur bras de fer. C'est le principe cynique des guerres par procuration. Américains et soviétiques arment, financent et conseillent des camps opposés dans des conflits régionaux désastreux juste pour tester les limites de l'adversaire. La guerre de Corée au début des années 50, le très long et tragique conflit du Vietnam ou encore l'intervention de l'URSS en Afghanistan à la fin des années 70. Le bilan humain est dramatique, mais sur le papier, jamais un soldat américain n'a officiellement affronté un soldat soviétique. Et pendant qu'on se bat sur Terre, on lève aussi les yeux au ciel.
L'espace devient le nouveau terrain de jeu, l'arène ultime pour prouver sa supériorité. L'URSS démarre très, très fort. En 1957, il balance Sputnik, le premier satellite. Coup dur pour l'orgueil américain, qui se prend une deuxième claque en 1960 quand Youri Gagarin devient le premier humain dans l'espace. Mais la revanche sera hollywoodienne. En 1969, les États-Unis posent le pied sur la Lune avec des millions de personnes collées devant leur téléviseur. Une victoire symbolique, monumentale. Par contre, en coulisses, la technologie cache un visage beaucoup plus angoissant. On parle de la course aux armements. Il faut vraiment s'imaginer l'ambiance, c'est l'angoisse permanente. Chaque bloc accumule des stocks complètement délirants, de bombes nucléaires, de missiles balistiques intercontinentaux, de sous-marins furtifs. Tout ça repose sur un concept à glacer le sang, la destruction mutuelle assurée. En gros, si l'un de nous tire, l'autre aura le temps de répliquer avant de mourir, et tout le monde perd. C'est l'équilibre de la terreur au quotidien. On passe à la 4e partie, 1962, surfroide, le climax absolu de la guerre froide. Toute cette tension électrique devait finir par déraper, non? Eh bien, la règle d'or du pas de contact direct a bien failli voler en éclats. Et pour les révisions, retenez ce chiffre, 13. Ce sont les 13 jours d'octobre 1962 où le monde entier a littéralement cessé de respirer, persuadé que c'était la fin. C'est la très célèbre crise des missiles de Cuba. Mais que s'est-il passé exactement? Les Américains découvrent, dans un moment de stupeur totale, l'opération Anadyr. En secret, les Soviétiques ont carrément installé 50 000 soldats et des rampes de lancement pour missiles nucléaires à Cuba. Pour situer, Cuba, c'est à peine à 200 km des côtes de la Floride. La menace existentielle est immédiate. Face à ça, le président Kennedy ne rigole plus du tout. Il prépare immédiatement 600 avions de combat, mobilise 40 000 marines et pose un ultimatum explosif au dirigeant soviétique Khrouchtchev. Heureusement, dans les couloirs obscurs du pouvoir, les téléphones chauffent. Des négociations secrètes d'une intensité folle ont lieu à la toute dernière seconde. Et là, coup de génie diplomatique, nos deux colocataires paranoïaques trouvent comment faire marche arrière sans passer pour des lâches devant le monde entier. L'URSS accepte d'embarquer ses missiles et en échange, les États-Unis font la promesse solennelle de ne jamais attaquer Cuba. Et le petit détail croustillant qu'on gère en sous-marin, les Américains retirent très discrètement leurs propres missiles qui visaient Moscou depuis la Turquie. Ouf, le bouton rouge reste sagement à sa place. Et enfin, 5e et dernière partie, 1989 à 1991, la fin de partie et l'effondrement du monde bipolaire. On avance en mode avance rapide jusqu'aux années 80. Et là, la colocation toxique sent sérieusement le sapin, principalement à cause du loyer. Maintenir une compétition mondiale sur tous les fronts coûte une fortune. Et le système soviétique n'a tout simplement plus les moyens. L'URSS est ruineux à distribuer des aides et à soutenir des alliés en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Les caisses sont à sec. Mikhail Gorbatchev, le leader soviétique, essaie bien de lancer des réformes de la dernière chance, mais entre l'économie en lambeaux, la pression implacable de Ronald Reagan côté américain et les peuples de l'Est qui grondent, l'équation devient impossible. Résultat, on assiste à un véritable effet domino historique et ça va très vite. Tout bascule le 9 novembre 1989 avec l'image inoubliable de la chute du mur de Berlin au milieu d'une foule en délire. Dans la foulée, l'Allemagne, divisée depuis 1945, se réunifie officiellement en octobre 1990. Et le coup de grâce monumental arrive en décembre 1991. L'URSS, le géant communiste, s'effondre de l'intérieur, se morcelle politiquement et disparaît totalement. Rideau. Si on devait garder une seule image pour symboliser cette fin de partie, c'est bien sûr la destruction de ce qu'on appelait le mur de la honte. Ce mur, monté de toutes pièces en 1961 au beau milieu de Berlin pour bloquer les fuites vers l'ouest, incarnait toute la dureté de ce conflit. Le voir détruit physiquement, à grands coups de masse par des citoyens remplis de joie, ça a marqué la fin d'une ère. Cette séparation idéologique qui terrorisait le monde depuis plus de 4 décennies finissait enfin en vulgaire tas de cailloux. Et pour conclure en beauté, voici le petit bonus qui fait la différence à l'examen, la fameuse ouverture pour votre conclusion. D'accord, l'URSS n'est plus là en 1991, signant la fin de ce monde strictement bipolaire. Mais aujourd'hui, avec l'émergence de nouvelles superpuissances et le retour flagrant de certaines tensions globales, est-ce qu'on n'assisterait pas, sous une forme un peu différente, au grand retour de cette bipolarité? Voilà de quoi faire réfléchir les correcteurs. En gardant bien ces chronologies et ce ton en tête, vos copies d'histoire vont faire un véritable carton. Bonne révision à toutes et à tous!